Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir permis d'être ensemble ce soir dans ce lieu pour parler, Seigneur, de problèmes de couple. Nous savons que toi, tu as institué le mariage et ton désir à toi, Dieu, c'est que l'homme et la femme vivent éternellement, Seigneur, en face de toi. Une partie sur la terre et une partie auprès de toi, Seigneur. Tu as institué le mariage pour qu'il soit un lieu de bonheur, un lieu de joie, mais par nos ambitions personnelles, par nos ambitions humaines, Seigneur. Nous avons transformé le lieu de mariage en lieu de champ de bataille, lieu de concurrence, lieu de conflit. Et si nous sommes là ce soir, c'est puisque nous venons rechercher, Seigneur, les voies et moyens de retrouver ce que toi tu as initié, ce que toi tu as mis, Seigneur, en route de les commencements du monde. Aide-nous, Seigneur, pour que tout au long de cette conférence, que tu sois avec tout un chacun, que tu nourrisses, Seigneur, notre intelligence et notre sagesse, pour que ce que nous allons partager ce soir ne vienne pas de nos ambitions personnelles, mais vienne de toi. Parce que nous cherchons à construire. Une fois que la famille est construite, Seigneur, l'Église est aussi construite. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta présence tout au long de ces moments que nous allons partager ce soir. C'est au nom de toi, Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Amen. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. C'est suite à l'entretien que nous avons eu l'année passée que nous venons encore nous retrouver aujourd'hui. Juste demander de mettre cela aussi en marche, cette caméra, parce qu'il fait les deux. Comme ça, on ne sait jamais si... Donc, nous avons déjà eu un bout l'année passée sur certains points qui nous semblaient être utiles. Et puis, nous avons parcouru pas mal de points essentiels. C'est vrai que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que vous allez tous y participer. Ce n'est pas moi seul qui va parler, mais nous allons échanger, nous allons partager, nous allons chercher ensemble certaines solutions qui restent encore bloquées quelque part. C'est un sujet très délicat. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons dit que nous ne voulons pas voir de jeunes qui réfléchissent trop, parce qu'ils peuvent vous poser des questions, ils peuvent être embêtés, parce qu'il peut arriver que on commence à poser des questions profondes. Si les enfants, vous pensez que les enfants qui sont là ne peuvent pas assister, peuvent aller dans le bureau, peuvent les occuper, donner quelque chose à dessiner ou qui ne vont s'ennuyer. Donc, je pense que tel que nous sommes là ce soir, vous avez certainement en mémoire ces premières instances de votre couple, pour ceux qui sont en couple. Et je le souhaite aussi pour ceux qui ont le projet. Vous vous rappelez peut-être de ces premières instances de votre couple et vous aimeriez, en tout cas c'est les désirs, c'est l'attente de tout le monde de vivre ces moments de bonheur intense qui ont été vécus les jours où il y a eu le premier croisement des yeux. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours souhaité que ça dure, mais malheureusement avec certaines difficultés de la vie, cela ne reste pas longtemps. Il y a beaucoup des aléas de la vie qui viennent faire qu'on se retrouve dans des situations difficiles et qu'on ne peut pas continuer ce qu'on avait commencé. Peut-être aussi aujourd'hui,
vous ne traversez pas actuellement, je pense, à des crises. Pour vous, aujourd'hui, peut-être que tout roule encore. Je ne sais pas quand est-ce que le problème peut surgir. Vous êtes sur votre petit nuage, tout va bien. Et vous semblez vivre un amour qui est parfait. Alors moi, je vous dirais que c'est peut-être aussi le moment, à travers ce que nous partageons aujourd'hui, le moment d'anticiper. D'anticiper certaines crises ou les prochaines crises, on ne sait jamais, que vous pouvez traverser et que vous pouvez savoir comment vous allez vous y prendre en tant que chrétien et avec l'appui de la parole de Dieu. Parce que une chose est sûre, plus les problèmes sont traités en amont, plus il est facile de les régler. Si on laisse les choses s'accumuler des fois, on dit qu'on verra, et les jours qu'on a déjà une montagne, ça devient très compliqué. Dans un couple, je pense que peut-être ce qui est important, ce n'est pas vouloir rendre l'autre heureux. C'est de se rendre d'abord heureux et offrir ce bonheur à l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce n'est pas de se rendre heureux, mais de rendre l'autre heureux, mais se rendre d'abord heureux et transmettre ce bonheur à l'autre. Parce que si vous commencez par chercher à rendre l'autre heureux, je pense que vous risquez de faire des choses par hypocrisie, pour faire plaisir. Mais si vous êtes convaincu que si moi je vis ça, alors mon conjoint, la conjointe qui est en face de moi peut vivre la même chose, je pense que ce sera un très bon départ. Je pense que tout le monde ici souhaite de vivre un couple heureux. Et souvent, il arrive qu'il y a des petits problèmes. Je survole un peu rapidement ce qu'on a déjà vu aussi la fois passée. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à instaurer un dialogue. C'est des choses qui sont très courantes. Il n'y a plus un dialogue constructif dans votre couple. Vous sentez une sorte de lassitude, fatigue. C'est l'habitude, c'est toujours la même chose. Vous ne supportez pas bien un changement de vie peut-être. Il y a eu un déménagement au départ, et puis depuis vous vivez mal ce déménagement. Ça arrive, c'est des petites choses qui peuvent influencer pas mal aussi des situations dans notre vie de couple. Même si on ne voit pas ça. Il arrive que vous auto-accusez dans la famille, en vous sentant responsable de la situation quelconque. Il y a peut-être des problèmes, vous traversez des problèmes difficiles, mais vous n'arrivez pas à identifier ces problèmes. Donc voilà, c'est tout ça, ce sont les éléments utiles que nous pouvons parcourir ensemble. Donc vous sentez une crise arriver dans la famille, mais vous ne savez pas comment s'y prendre. Ça commence par des petits conflits, des petites choses, et puis ça dépend de comment cela est géré. La crise, des fois, peut être longue ou durable. Depuis un moment, vous avez une boule dans la gorge, vous n'arrivez pas à vous dégager de ça. Vous dites, bon, ça va aller, ça va passer, mais ce n'est pas comme ça qu'on traite la crise. Il faut trouver les temps, les dialogues, les temps de communication. Alors, c'est tout ça un peu qui constitue un peu les dossiers que nous pouvons parcourir ensemble ce soir. Je ne suis pas spécialiste matrimonial ou conjugal, mais c'est des choses que nous vivons tous, que nous traversons tous et que nous pouvons beaucoup partager ensemble. Alors, je me suis focalisé sur quelques valeurs pour le couple. Entre autres, ce que nous désirons tous savoir. J'ai dit tout à l'heure qu'au début, vous avez vécu peut-être un moment intense, un moment de bonheur, et qu'aujourd'hui, vous ne vivez plus ça.
Mais au début de votre mariage, c'était tout feu, tout flamme. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de recul dans ce que vous vivez. Alors, dans un mariage, il arrive à un moment ou à un autre où on est confronté devant une situation difficile, devant des cas très lourds, qu'on cherche en tout cas à résoudre. Alors, on s'engage tout dans cette aventure où on se dit, bon, on ne sait pas comment ça va aller. Et l'essentiel, c'est de savoir comment gérer tout ça. Parce que comme vous le savez tous, le mariage, c'est une vie à deux. Ce n'est pas une personne qui est dans un mariage, c'est deux personnes, un homme et une femme, bien sûr, selon les institutions de Dieu, pas ce qu'on voit aujourd'hui. Un homme et une femme. Donc c'est un rêve que toute personne veut réaliser pour pouvoir vivre aussi un grand bonheur dans sa vie. Et cela dépend de comment nous gérons ça. Parce que si nous ne savons pas bien piloter toutes ces choses, on risque de vivre, au lieu de vivre un bonheur, nous nous retrouvons devant vraiment un cauchemar où, comme je le disais autrefois ici dans l'église, quand tu pars à la maison, dès que tu vois la porte de la maison, tu ne supportes plus de rentrer chez toi parce que tu ne te sens plus à l'aise chez toi à la maison, dans ta propre maison. Donc, la question c'est comment savoir, comment réussir sa vie à deux quand on est deux. C'est des questions qu'on doit commencer à se poser. Puisque nous sommes deux dans un couple, et il peut arriver que nous traversons des moments qui commencent à aller trop mal, mais comment parvenir à résoudre ces problèmes? Voilà, il faut commencer par se poser des questions. Ne pas faire semblant, ne pas dire bon, on verra. Il faut prendre ça au sérieux. Parce que ça commence par des petites choses. Hein, et on ne fait pas attention, ça devient une montagne et puis ça devient difficile de gérer après. Donc, on a besoin de certaines valeurs. Des valeurs qui peuvent nous aider à surtout avancer dans tout ce que nous vivons. Donc, des valeurs qui peuvent nous permettre à se poser sur toutes ces questions. Comment connaître mon épouse, comment connaître mon mari. On a vu des cas où les gens sont mariés depuis 30, 50 ans, mais qui ne se connaissent toujours pas. Donc il faut commencer par se poser cette question, comment ou pourquoi connaître son conjoint. C'est très très important. Pourquoi je dois le connaître? Parce que c'est là, ça permettra de connaître les besoins qu'il a. Qui est mon conjoint, quels sont ses besoins, et puis se donner le moyen d'y répondre. Parce que si on vit avec quelqu'un, on ne sait pas comment on vit, ça devient chacun son truc. Chacun est occupé avec ses petites affaires. Tu ne sais même pas ce que veut ton épouse, ce que veut ta femme, comment elle vit, comment il vit. Chacun fait ce truc. Et si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas les besoins de l'autre, c'est difficile de fois de vivre. Puisque vivre des surprises dans un couple, c'est pas bon. Ça peut créer pas mal de problèmes. Alors, une fois qu'on connaît les besoins, on peut chercher aussi comment répondre à ces besoins. Donc, on va, à ce moment-là, une fois qu'on connaît les besoins, on va apprendre à communiquer. On peut dire, voilà, moi, j'aimerais dans mon couple qu'on ait ça, qu'on vive comme ça. Et c'est très rare aujourd'hui ces dialogues. Hein. Souvent, on vient, on se parle encore à peine des choses professionnelles. Comment ça a été le travail? Mais on ne se parle pas de soi, de ses problèmes. Il y a très peu de couples qui partagent vraiment leurs problèmes, leurs difficultés. Parce que chacun sait que l'autre y voit, parce que je vis avec lui dans la maison. Donc je suis convaincu qu'il voit, il sait ce que je vis. Mais il ne sait pas, peut-être il ne sait pas ce que tu vis. Donc il faut chercher à connaître ton conjoint, ta conjointe, savoir quand elle vit comme ça, qu'est-ce qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc
apprendre à communiquer, c'est très très important parce qu'on partagera beaucoup de choses. Donc il faut apprendre à s'informer, à demander et puis chercher à surtout à comprendre les langages de ton mari, de ton épouse. Parce que des fois, on vit ensemble, il arrive que la femme ou l'homme dit une phrase, ça énerve l'autre, ça tape tout de suite sur le nerf. Puisqu'on l'a compris autrement. On ne sait pas comment elle fonctionne. Je vis avec mon mari, je vis avec ma femme, je ne sais pas comment elle fonctionne. Donc il suffit qu'il dise quelque chose, il l'a dit avec une autre pensée, mais parce que je ne sais pas comment elle fonctionne, je m'énerve tout de suite. Et là, ça peut amener à des conflits terribles dans la famille. Et là, ça sera difficile de pouvoir s'entraider, savoir il y a un tel besoin, il y a un tel désir, comment je peux y parvenir. Puisque chacun pense que l'autre me connaît. Mais on ne se connaît pas comme ça, superficiellement. On se connaît qu'à travers le dialogue. Il faut partager, il faut parler. Puisque c'est à travers le dialogue qu'on peut parvenir à éviter certains conflits qui peuvent surgir dans une famille. Puisque si vous ne dialoguez pas, on a vu des conflits pour des petites choses, des choses banales. Il m'a dit ça, ou juste pour une télé. On veut regarder la télé, l'autre dit non, et puis pourquoi tu m'interviews? C'est des choses banales, mais qui peuvent amener à des conflits très très sérieux dans un couple. Donc il faut prendre le temps de connaître ces choses. Parce que c'est cela qui va, plus vous dialoguez, plus vous parviendrez à construire même votre intimité dans votre couple. Vous allez construire l'intimité dans votre couple à travers le dialogue. Parce que dans la construction d'un couple, bien aimé, nous avons vu la fois passée, il y a différents degrés d'intimité à mettre en place. Il y a des choses qu'on peut partager ensemble. Il y a différents points qu'il faut regarder, qu'il faut partager ensemble lorsqu'on vit en tout cas dans un couple. Parce que quand on a une idée où il y a l'un qui manque quelque chose, il faut qu'on se complète. Hein. C'est pourquoi on est complètement lorsque quelqu'un, que ce soit l'épouse ou l'époux, hein, qui a manqué, qui a une incompréhension autre que ce que je viens de dire, je pense qu'il faut parvenir à chercher la confiance, à se parler, à partager pour revenir sur la même longueur. Alors pour ça, il faut connaître les différents aussi degrés d'intimité qu'on a dans un couple. C'est vrai que c'est un point très large, nous en avons un peu vu la fois passée, je vais essayer de survoler aussi ça. Les degrés d'intimité qu'on peut avoir, nous en avons vu la fois passée. Pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas si je peux les parcourir rapidement. Nous avons regardé en tout cas plusieurs types ou plusieurs sortes qui sont aussi très 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 importants. Je vais juste rapidement remettre ce qu'on a vu la fois passée, juste que vous voyez sur l'intimité. Je vais passer rapidement. Nous avons vu l'iceberg. Les amoureux. La communication, le passage. Alors, nous avons vu ces 5 éléments qui étaient très importants. L'intimité intellectuelle, que, comme je le disais la fois passée, consiste juste de chacun de nous à sa réflexion, sa préoccupation qu'il peut partager avec l'autre,
Ce n'est pas l'intellectuel dans le sens d'avoir des études universitaires, mais il y a le temps de dialogue qui est aussi très important. On a vu l'intimité sociale, où aujourd'hui, avec le Facebook, les gens ils vivent séparément dans la maison. Quelqu'un sur l'Internet, l'autre est sur le Facebook, l'autre est sur une vidéo. Il n'y a plus le temps de dialogue, on est dans la même maison, mais chacun a son petit truc. C'est l'intimité sociale et aussi cassée dans ce sens-là, l'intimité sentimentale où il faut accepter à partager des moments difficiles si ça n'a pas marché. Il ne faut pas attendre la nuit pour arranger certaines choses. Donc l'intimité sentimentale, c'est surtout le soutien, de savoir se soutenir dans le temps difficile, dans le moment aussi très compliqué de la vie. Il faut apprendre à se soutenir. On a vu l'intimité spirituelle qui est de plus en plus rare dans la famille, surtout chrétienne, où il y a des maisons où on ne prie plus. Il faut au moins programmer une fois même par mois, si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, au moins une fois par mois, vous le retrouvez en famille, pour prier ensemble. Parce qu'il y a des familles qui ne prient quand ils sont dehors, quand ils sont à l'église. À la maison, il n'y a plus de prière. Ce moment-là, bien aimé, mine de rien, est très important, puisque pendant que vous priez ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur peut vous ramener à un certain dialogue, à des choses que vous aviez la timidité de faire. Le Seigneur va vous donner le courage d'affronter certaines situations. Du fait de partager la parole de Dieu ensemble, même une fois par mois, c'est très important. Et il y a ces fameuses intimités sexuelles. Bien sûr, il y a des gens toute la journée, ils s'insultent, ils disent n'importe quoi. Et puis la nuit, ils vont être ensemble, je les lis, mais ça ne va pas. Tout ce qui peut se passer la nuit, il faut que ça se passe bien la journée aussi. Il ne faut pas attendre la nuit pour que tout s'arrange. Là, on devient comme des machines. Là, on devient comme des machines. La journée, chacun dans son coin, chacun a le change pas, et la nuit, tu dis pousse par ici, mais ça va pas. Donc, l'intimité sexuelle, c'est quelque chose qui est très important. Ça se prépare dans la journée. Donc, voilà. Juste cette parenthèse que j'ai voulu apporter parce que nous l'avons vu la fois passée et c'était très important. Cette partie de l'intimité qui montre combien nous avons besoin de connaître les différents degrés de l'intimité pour bien construire notre couple. Donc il faut passer par tous ces différents éléments pour parvenir à construire vraiment notre couple en se posant un certain nombre de questions. Quel type d'intimité et dans quel ordre aussi. Il y a des choses qui sont prioritaires dans un couple. Il y a des choses qui sont prioritaires qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut dire, bon ça on peut voir avec le temps, mais les dialogues c'est très important. Parce que le dialogue, c'est un peu le ciment, c'est un peu les traits d'union de tout. S'il n'y a pas un bon dialogue, ça sera difficile, même quand on traverse des moments de conflit dans un couple. Donc, plus on connaît, donc j'ai parcouru les 5 intimités, plus on connaît ces choses, on peut éviter certains conflits qui sont inévitables. Parce qu'il y a c'est un des aspects les plus délicats dans un couple, dans une relation de couple. C'est les conflits qui arrivent par n'importe quel moment et par des petites choses. Vous croyez que vous êtes fâché aujourd'hui, c'est passé. Il y a un qui est resté avec quelque chose qui lui a fait mal. Mais on ne le dit pas comme ça, mais on fait des petites vengeances en douce. Un jour, tu vas faire aussi quelque chose pour faire du mal à l'autre. On est dans un couple, là, mais un jour, tu cherches à faire aussi du mal. Mais tu ne vas pas le faire comme ça, d'une manière ouverte. Tu vas aussi faire un petit geste, tu vas lui faire du mal, mais tu es content à l'intérieur. Parce que tu lui as rendu aussi ce qu'il t'a fait. Donc, voilà, vous voyez, il y a des petites choses qui créent des conflits qui deviennent inévitables. Donc, c'est un des aspects les plus délicats, comme je disais tout à l'heure, dans un couple.
Donc il faut apprendre à comment gérer les conflits. Hein, parce que souvent, c'est vrai, dans le couple, on ne dit pas on est en accord. Pour tous, il y a toujours des désaccords. Hein. Il faut savoir que la Bible nous dit que l'homme a quitté ses parents, la femme a quitté ses parents. Hein. Ils sont devenus une seule personne. Donc une seule personne, mais chacun est venu avec ses caractères, ses habitudes. On veut mettre tout ça ensemble, mais ce n'est pas toujours facile hein, de faire la même chose exactement. Vous pouvez dire que vous êtes devenu une seule chair, c'est vrai qu'on fait un effort, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir les mêmes caractères, les mêmes habitudes, c'est toujours difficile. Et ces points d'espace, ces points d'écart-là, vont toujours poser des petits problèmes. Donc c'est pourquoi il faut jouer à une diplomatie, diplomatie spirituelle bien sûr, à travers la prière, trouver les moyens de trouver la solution. Et la première solution, c'est le dialogue. Quelque chose qui ne va pas, n'est pas dire on verra. Il y a surtout les sœurs, le papa fait quelque chose qui ne lui a pas plu, il va garder longtemps. Bon, de l'autre côté, il sait que quand je lui dis ça, il va se fâcher, il va s'énerver. Alors je n'ose pas lui dire. Je lui dirai quand ça sera bien. Mais entre-temps, les choses s'accumulent. C'est ça surtout qu'il faut éviter. Que les choses s'accumulent. Il faut en parler tout de suite. Bien sûr, ça va faire mal quand on en parle. Mais ça va passer. Alors que quand on cumule, un jour, on va se fâcher pour un problème pour lequel on ne devrait pas se fâcher. Et là, ça va créer un problème sérieux. Donc, il faut apprendre à gérer souvent les divergences qu'on a dans la famille, parce que des toutes petites dissensions dans une famille, dans un couple, peut tourner à quelque chose de très grave. Hein, comme je l'ai dit ici, on peut avoir des petites dissensions, des petits problèmes qui peuvent tourner, qui peuvent devenir toute une grande montagne. Hein, donc, on a après des grandes disputes, on n'arrive plus à les gérer. Alors c'est pourquoi il faut, quand il y a des petits conflits, la première chose, chercher à gérer ces conflits et puis savoir comment mettre le point sur les choses auxquelles il faut travailler ensemble. Donc il y a certains facteurs qui amènent souvent des disputes aussi dans un couple. Des facteurs auxquels j'ai nommé quelques facteurs qui sont très importants, que je vais aussi reprendre. Oui, il fallait avoir plusieurs ordinateurs en même temps, mais ça ne dérange pas que je les prenne au fur et à mesure. Il y a certains facteurs qui sont vraiment importants dans un couple qu'il faut chaque fois essayer de voir ensemble, que j'ai gardé au nombre de 5 facteurs différents. Alors, ces facteurs, je ne sais pas si je les ai nommés, voilà. Alors, ces facteurs, souvent, quand ils arrivent, on a les difficultés à mettre les doigts dessus, parce que dans un couple, à un moment ou à un autre, il y a des moments où nos sensibilités, comme nous le savons, sont très différentes, que ce soit pour le mari, que ce soit pour la femme. Mais il faut surtout penser dans un couple que vous n'êtes pas seul, vous êtes deux. Parce que des fois, on agit, on fait certaines choses, on pense que tout tourne autour de moi. Il faut penser qu'on est deux. Parce que si on pense qu'on est deux, on va toujours penser à comment réconcilier, comment trouver la réconciliation dans le problème que nous venons de traverser. Voilà. Parce que
quand Dieu a dit l'homme quittera, la femme quittera, la femme, ils vont se mettre ensemble, c'est pas temporaire, hein. C'est pour une durée déterminée. Donc, il faut toujours penser que quand il y a un problème, il faut trouver le moyen de se réconcilier, de se rencontrer, de parler de ces problèmes pour qu'on puisse s'ouvrir à la réconciliation qui nous permettra de résoudre les difficultés que nous traversons. Donc il faut apprendre à éviter certains facteurs, comme je le disais tout à l'heure, les facteurs qui font que nous traversons des moments difficiles. C'est des choses qu'on connaît. Mais parce qu'on les connaît, on les prend à la légère, on ne reste pas là-dessus. Je vais vous étonner quand je parle des trucs comme de l'argent, par exemple. C'est un des facteurs qui est source de conflit dans un couple. L'argent, comment économiser, comment dépenser raisonnablement, comment être transparent. Je vous disais la fois passée, dans un couple à tel point que quand vous oubliez que l'argent récolté dans un couple, c'est pour la famille. Hein. C'est vrai que si on vient comme deux ambassadeurs, chacun travaille, milite pour le pays qu'il a, c'est derrière lui, je pense que ça ne va pas marcher. Parce qu'on a trouvé des manières comme ça, où nous sommes comme des ambassadeurs. Moi, c'est pour mon pays c'est ma famille, hein, mes parents qui sont derrière, et l'autre, c'est la même chose. Alors, il y a des limites à ne pas franchir. Quand je dois faire quelque chose avec ma famille, non, il ne faut pas qu'ils le sachent. Il n'y a plus de transparence. Et là, c'est un gros facteur. C'est un gros facteur qui crée des conflits dans un couple, l'argent. Le deuxième facteur, c'est des habitudes personnelles. Il y a des habitudes personnelles. Vous savez, les seigneurs, quand il nous a créés, il nous a dit quand vous lisez Genèse 3, 4, hein, là où on a institué le mariage, il dit que l'homme quittera, je pense qu'il voulait afficher le texte, mais vous le connaissez, l'homme quittera, s'attachera, hein, donc quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Ça, c'est l'institution de mariage. Hein. S'attacher, devenir une seule chair. Alors, les habitudes personnelles peuvent devenir une source de conflit, dans le sens où la femme ou le mari veut que tout tourne autour d'elle ou autour de lui. Donc c'est comme si quand elle fait quelque chose ou quand lui fait quelque chose et qu'on n'a pas fait attention, ça ne va pas du tout. Et c'est vrai que je comprends que dans un couple, on dit par exemple l'homme est chef de famille, mais pour que la famille marche, il faut qu'on se mette à un certain niveau d'égalité dans l'échange d'informations de ce que nous pouvons faire ensemble. Il ne faut pas que l'un ou l'autre cherche à ce que tout tourne autour de lui ou autour d'elle. Il devient centre d'information de tout ce qui se passe. Donc, c'est tes habitudes à toi qui priment. Ce n'est pas bon. Si c'est toi seul qui veux primer dans un couple, ça ne va pas marcher. À un moment, il faut dire, bon, mon épouse a aussi besoin de ça, il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que toi seul tu sois prioritaire. Et ça, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de couples. Parce que après, il y aura des conseillers qui viennent de l'extérieur. Souvent, c'est des amis, les membres de la famille. Ah, si c'est comme ça, il y a même ceux qui vont te dire, mais moi, je ne sais pas comment tu supportes. Hein? Je ne sais pas comment tu supportes tout cela. Hein? Et si tu écoutes tout ça, tu vas finir par partir. Et pourtant, comme je le disais ici, le premier jour, tu as dit, tu es toute ma vie. Hein? Hein? Sans toi, je ne peux pas vivre. Je parle surtout aux jeunes fiancés là, et aux Christians. Hein? Aujourd'hui, c'est tout flamme, tout feu, tout flamme. Hein? Si je ne te vois pas, je ne peux pas vivre. Mais il faut maintenir ce feu, cette chaleur. Il ne faut pas qu'un jour,
tu commences à dire, si seulement je savais. Si seulement je savais, je n'allais pas continuer avec toi. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut construire. Donc les habitudes personnelles, c'est aussi un des facteurs qui casse vraiment le mariage. Et puis, bien sûr, il y a quelque chose de très courant qui semble être banal. Les enfants aussi. Des fois, à cause des enfants, il y a des guerres dans un couple. Ce sont les enfants, vous deux, mais il y a des quartiers. Il y a des quartiers. À tel point qu'il y a ceux qui remarquent. Ce sont les enfants, vous deux. Les enfants, si vous ne savez pas gérer aussi, deviennent une source sérieuse de conflits. Donc il faut toujours se mettre à table, il faut partager, il faut parler. Parce que sinon, pour des choses banales, vous pouvez aller plus loin. Et puis il y a la sexualité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5, qu'on va peut-être lire ensemble. Si ça marche. Apparemment, c'est pas grave. Alors, 1 Corinthiens. Non, je ne l'ai pas ajouté. On va le lire. Quelqu'un peut lire. Là, j'ai vu qu'on participé. 1 Corinthiens, il y a quelqu'un qui a la Bible, sinon, 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Je peux le lire à haute voix. Je lis pour la gloire de Dieu. Ouais. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà, on dit, c'est quoi, c'est le seul mobile qu'on donne, c'est quoi ici? Quand vous êtes dans la prière, quand vous faites le jeûne, hein? Mais sinon, quand on a une mauvaise santé aussi. Hein? Parce que si l'un a une mauvaise santé, l'autre est en bonne santé, non. Donc, la sexualité peut devenir aussi un problème, parce que c'est vrai qu'il y a trop de sensibilité. Si ça n'a pas, ça a été tout un problème dans la nuit, la journée, il y a ceux qui vivent mal toute la journée. Les réactions sont des fois un peu difficiles, bizarres, un peu compliquées. Donc, mais la Bible elle dit bien que ne vous privez pas l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Donc ça, c'est les seules choses qui fait qu'on peut on peut sacrifier ces moments aussi. Et puis il y a le ménage. Il faut parvenir à s'entraider dans le ménage familial. Ça, c'est aussi important. Si je demande ici les hommes qui passent le temps des fois à aider sa femme à laver la vaisselle, Comment? Tout le monde. Tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
les hommes, les femmes qui passent le temps à ranger un peu les dossiers, les choses de son mari, quand c'est possible. C'est à ça qu'ils disent, c'est pas mon problème, c'est des trucs, hein. C'est vraiment moi, ça s'attend. C'est ou passer l'aspirateur, c'est des petites choses comme ça, qui sont très importantes dans un couple. Des fois, on ne fait pas attention de ça, et ça, c'est un grand service aussi, qui nous sont recommandés. C'est vrai que, je le disais aussi la fois passée, je viens d'une tribu où l'homme ne pouvait pas mettre les pieds dans la cuisine. C'était grave, hein? C'était très grave. Avec le temps, on a compris. Ou si tu mets les pieds dans la cuisine, mais tout le monde parle de toi partout. On va mettre des étiquettes partout. L'homme n'a pas le droit de toucher tout le travail qui est le travail de la femme. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'avec le recul, avec la parole de Dieu, on comprend que on a été induit à l'erreur par nos arrière-grands-parents. Je pense que c'est très très important le ménage. Sinon, si vous ne faites pas attention, ça peut aussi devenir source de conflits. Et puis le dernier point dans les sources de conflits, c'est aussi les parents et les amis. C'est vrai que les parents, les amis ne sont pas toujours de bons conseillers. Je vais vous donner des conseils à... Pour les parents, leur enfant, la fille ou les garçons, restent toujours leur petit enfant. Si une fille, une femme va avec son père, voilà, il m'a tapé, il ne dira pas que c'est une grande femme. Hein. Il va chercher à... Mais comment il ose faire ça à ma fille? Et vice-versa. Les maris qui vont dire à ses parents, vous savez, cette femme-là ne me donne plus à manger. Alors, ils vont dire, mais cherchez une autre femme. Donc les parents, voire aussi les amis, ne sont pas toujours de bons conseillers. C'est vrai, ils donnent de bons conseils des fois, mais ils ne sont pas toujours de bons conseillers. Donc il faut, quand il y a des conflits, il faut chercher d'abord le dialogue. Hein, tout autour des dialogues, de savoir comment nous pouvons résoudre ces problèmes ensemble. Et cela vous aidera beaucoup. Parce que, comme je le disais, je l'ai dit là, les plus petites dissensions peuvent tourner à un grand problème dans un couple. Donc, il faut d'abord apprendre à éviter tous ces problèmes en mettant quelques principes sur place pour résoudre certains conflits. Donc, apprendre à régler les différents problèmes en mettant plusieurs étapes de réconciliation. Donc, quand je parle de réconciliation dans un couple, c'est les temps de dialogue. Parce que beaucoup de couples, ils vivent ensemble dans une maison, mais ils sont deux étrangers. La femme ou l'homme, quand il est avec ses copains, ses copines dehors, il rigole fort. Mais à la maison, c'est rare de voir le sourire. Le sourire devient de l'or à la maison. Mais dès qu'il sort dehors, mais si tu mets la caméra à cacher, tu vas dire, mais c'est pas possible. Mais à la maison, il n'est pas comme ça, ou elle n'est pas comme ça. Parce qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, il faut parvenir à mettre des étapes qui vous aideraient à résoudre les différents problèmes. Donc, j'ai parlé de quelques causes. Je vous ai dit de l'argent. Je vous ai parlé des habitudes personnelles qu'il faut faire attention. Je vous ai parlé des enfants. Il faut faire aussi attention qu'ils peuvent devenir une source. Je vais parler des problèmes de ménage, la sexualité, qui est aussi très important, les parents et les amis. Souvent, il faut toujours, en communication, il y a toujours des désaccords. On a toujours été à 100% d'accord de ce qu'on fait. Il arrive toujours qu'on est en désaccord, mais il faut savoir comment gérer cela pour que ça n'entraîne pas une violence. Il faut apprendre à chercher un moment propice pour un dialogue. Il y a une fois, c'est pourquoi tout au début j'ai dit il faut connaître les besoins, il faut connaître ton mari, il faut connaître ton épouse. Il y a un moment où tu peux savoir, à ce moment-là, je l'appelle. Mais tu sais ce que tu avais dit, ça m'a fait mal. Hein?
Il y a un moment où tu dis quelque chose à quelqu'un, il rigole. La même chose, tu le dis à un certain moment, il se fâche. Souvent, nous faisons des choses par impulsion. Quand ça arrive, je dis tac. Mais ce n'est pas comme ça. Dans un couple, c'est ça, j'ai parlé un peu de la diplomatie spirituelle. J'ai pris, j'ai dit qu'il y a tel problème, je vais aborder mon mari pour telle situation. Mais ce n'est pas n'importe quand. Quand quelqu'un vient, tu ne sais pas ce qu'il a traversé au travail, mais tu sais ce que tu m'as dit hier, tout de suite tu me ramasses une baffe. Il va peut-être s'excuser par après, mais il l'a déjà fait. Et cette baffe, pour toi, ça va rester. Hein. Ça va rester, mais tu ne vas pas voir dans quelle situation tu l'as abordé, mais tu vas dire qu'il n'a même pas écouté ce que je voulais lui dire, il m'a tapé dessus. Donc, c'est toute une diplomatie. Il faut savoir à quel moment. Il y a ceux qui veulent, quand on est déjà le soir tout seul, quand on est en train de parler, il y a ceux qui veulent, quand on est au lit en train de dialoguer, je le dis, commence à me dire un petit problème. Hein? Donc il y a toujours des moments où il faut dire des choses qui sont désobligeantes à ton mari, à ton épouse. Il faut faire ça surtout, ça je l'ai toujours dit même pendant les célébrations de mariage, avant d'en parler à une tierce personne, parce que souvent, des fois, quand on n'arrive pas à dialoguer, on va chercher quelqu'un pour demander un conseil. Mais tu sais, chez moi, il se passe qu'avec mon mari, avec mon épouse, voilà ce qui se passe. La personne ne va pas te donner de bons conseils, et gâcher tout. Donc, avant de passer à une tierce personne, il faut commencer d'abord à trouver la solution à la maison, avec ton mari, avec ta femme. Pas courir tout de suite, je vais dire au pasteur. Le pasteur va te dire peut-être un conseil que ton mari n'entend pas. Hein, qui va faire le feu à la maison peut-être. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation tu es venu demander ça. Moi je vais te raconter ça, te donner un conseil de manière générale, mais qui n'est peut-être pas ce que l'autre attendait. Donc, la première démarche, la toute première démarche, c'est commencer à parler de n'importe quelle situation à la maison avec son mari, avec son épouse, avant de chercher des... Si vous n'arrivez pas à résoudre vraiment le problème, alors voir à qui vous vous adressez. Pas... Le problème des couples, ce n'est pas un problème qu'on va raconter à ses amis, à ses copains, n'importe qui. Parce que les mêmes amis que tu racontes des choses aujourd'hui, le jour que tu auras un problème avec eux, c'est eux qui vont commencer à raconter ça aux autres. Et ils vont même dire que tu sais, c'est grâce à moi. Alors il faut faire attention. Les choses des couples, c'est la vie, votre vie intime doit rester une vie intime entre vous. Il ne faut pas commencer à raconter ça à n'importe qui. Quelle que soit la situation, même si le conjoint, la conjointe t'a fait vraiment du mal. Parce que le mal là va passer un jour. Le mal va passer un jour parce que vous avez décidé un jour de vivre ensemble. Dans la colère, il peut se passer beaucoup de choses. Mais sache que la colère passe toujours. Et un jour, tu vas regretter si tu es allé plus loin, si tu as réagi d'après tes impulsions. Et tu vas essayer de regretter quelque chose, mais c'est déjà passé. Alors là, je vous rapporte ce que disait Martin Luther King, que vous connaissez, le pasteur américain, noir américain. Le pardon n'est pas un acte épisodique d'un moment donné, c'est une attitude constante. Ça doit rester d'une manière constante. N'importe quand, il faut être prêt toujours à pardonner, il faut être constant dans le pardon. On dit, je pardonne et je trouve une solution, on va trouver une solution ensemble. Parce que sinon, souvent on fait des petites vengeances sans le savoir. Et ça, c'est très grave pour notre couple. J'ai bien aimé le dimanche passé, je pense, avec le pasteur Kams, qui nous a parlé de la parole. J'ai bien aimé cette prédication. La parole, c'est quelque chose de très très important, parce que la parole a un impact extraordinaire dans notre vie de couple. Il y a des psychologues
qui disent que la parole nous sont données ou pour avoir une façon de communiquer, mais cette parole a une influence, hein, je l'ai dit dans le texte aussi. Hein, la parole qui nous sont données ont une forte influence. La parole peut tuer, la parole peut bénir, nous l'avons entendu encore dimanche passé. La parole peut déterminer notre devenir, ce que nous allons devenir demain. Ce que notre couple va devenir demain. Avec une simple parole, on peut tout détruire dans un couple, dans une famille. La parole peut représenter ce que nous sommes. Donc nous devons faire très attention à nos paroles, à nos actes, à tout notre engagement, à tout ce que nous faisons. Parce que les gens autour de nous nous regardent et tout ce que nous faisons vont avoir un impact dans leur vie. Donc, a priori, dans la vie d'un couple, tout ce que je dis aujourd'hui, si c'est des choses qui détruisent, le lendemain, ça risque d'être catastrophique. Donc nous devons être très attentifs à nos paroles, à ce que nous disons. Merci Pasteur Kams de cette belle prédication du dimanche passé. Alors nous devons nous poser la question, comment guérir des paroles que nous avons reçues? Comment donner de bonnes paroles à nos proches? Et comment permettre à Dieu de changer notre vocabulaire, de changer notre façon de parler, notre façon de voir les choses. À toutes ces questions, j'ai essayé de trouver quelque chose que j'ai appelé un langage. Dans un couple, il y a un langage qu'il faut apprendre, un langage d'amour. Et le langage d'amour, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est à travers cela, je vais vous recommander pour ceux qui le désirent, j'ai lu pas mal de livres sur ces... vous pouvez regarder, il y a le livre « Un couple pour la vie », c'est possible. Il détermine vraiment comment nous pouvons parvenir à supporter certaines choses qui sont insupportables dans un couple et trouver à tout prix une solution. Un livre sur la méditation quotidienne pour le couple. Donc dans ce livre, c'est très intéressant parce qu'il y a chaque fois un texte, un verset biblique, et puis développé par rapport au couple. Donc c'est fait sur 365 jours de l'année. Donc chaque jour, un texte biblique, et comment on peut méditer sur ce texte par rapport à notre comportement, par rapport à notre vécu ensemble. Un livre sur ouvrir la Bible en couple. C'est qui est devenu souvent difficile, hein? Prendre le temps de lire la Bible le soir, ensemble, en famille. Moi, j'ai vu l'impact avec ma famille où nous avons choisi un jour, ce mercredi, comme quand vous êtes au culte, ici nous avons un culte, où chaque enfant apporte des messages. On a vu l'impact de ça dans la vie des enfants. Comment on arrive à découvrir des choses que les enfants, des fois, apportent les messages de prédication que moi je prépare après pour la prédication du dimanche. C'est très important quand vous partagez ces choses-là. Et puis, il y a ça s'adresse surtout aux conducteurs, les 10 clés des relations d'aide, quand il y a des conflits dans un couple, comment parvenir à trouver certaines solutions. Il y a Emmanuel, manuel sur l'initiation, relations d'aide. Vous pouvez consulter ce manuel si vous voulez, prendre les noms et puis les commander à la maison de la Bible. Et puis, les difficultés qu'on aura peut-être plus tard d'en parler, on parle beaucoup de l'union libre aujourd'hui. Hein? De plus en plus, il y a des couples qui ne se marient pas, qui vivent ensemble comme ça, qui ne font pas le mariage. La Bible donne aussi des conseils à tous ces couples-là. Donc voilà, le mariage, dans le mariage, la parole a quelque chose de très fort que nous pouvons aussi faire attention pour parvenir à trouver à tout prix la solution dans les difficultés que nous pouvons traverser ensemble. Parce que tant que vous n'avez pas compris le langage d'amour dans un couple, c'est souvent difficile. Une personne dit autre chose, soit l'autre
Parce que moi, j'ai assisté souvent à des conseils conjugaux, surtout avec les Européens, quand je faisais ça dans la paroisse de la Servette à Genève, où quand tu écoutes l'épouse et l'époux, tu vois que je ne vois pas le problème, qu'ils pouvaient les mettre vraiment en ronde comme ça. Ils ne veulent plus s'adresser la parole alors qu'il n'y a rien, juste parce que l'autre a interprété mal un mot. Jusqu'à un mot, à cause d'un mot, les couples se séparent. Alors nous devons faire attention, des fois, dans tout ça, il y a après la colère qui s'ajoute, et il y a beaucoup de choses. Donc la parole est très importante, il y a le langage qu'il faut vraiment apprendre, le langage de l'amour, c'est très très important. Alors dans ce langage, il y a 5 expressions. Quoi? Il ne fonctionne pas mon truc. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Bon. Alors il y a la parole doit être une parole qui valorise. Une parole effectueuse. Donc, je suis en train de parler de 5 expressions de l'amour, ou 5 langages de l'amour. Il faut, dans un couple, qu'on ait ces paroles qui valorisent quelqu'un. Parce que souvent, il y a des paroles qui rabaissent vraiment une personne. Toi, tu ne connais rien. J'ai le cas d'un couple qui, pour ne pas citer les noms, l'homme, chaque fois quand il parle de sa femme, il ne connaît rien, elle n'est pas bonne. Et puis pour la femme n'ose plus faire quoi que ce soit. Parce que pour son mari, cette femme, elle n'est bonne à rien. Et ça, c'est des paroles qui détruisent. Alors, la Bible nous dit, dans Proverbe 16 que je mets là, que des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Des paroles aimables. Donc, il faut des paroles qui valorisent, des paroles qui donnent des valeurs à quelqu'un. Par exemple, dire pour un mari dire à sa femme, tu es ravissante, c'est des choses que... je pense dans notre culture, surtout africaine, il y a des choses qu'on ne dit plus. De dire à ta femme, tu es ravissante. Tu es ravissant. Le mari dit à la femme, dit à ce mari, tu es ravissant, tu es beau aujourd'hui. On n'ose pas dire ces choses. De regarder quand tu es, tu es jolie, tu es bien habillée. C'est pas. La femme, par exemple, qui vient et qui dit à son mari, j'apprécie beaucoup, je suis très content que tu aies fait la vaisselle aujourd'hui. Le mari, c'est ça qui arrive. Le devoir, ça ne compte pas beaucoup. Hein? Alors, c'est langage d'amour, c'était notre dialecte. Il y a des paroles d'encouragement, c'est très important. Dire merci. Dans des couples, on ne sait pas dire merci. La femme a fait quelque chose, le mari a fait quelque chose, on ne dit pas merci. C'est très important. Merci pour tout ce que tu as fait. Et ça encourage la personne un jour il se sent valorisé. Il voit qu'il occupe une place importante dans son couple. Donc, pour développer vraiment la relation intime, nous avons besoin de connaître nos désirs rituels. Donc, il faut vraiment se connaître. Alors, il y a une parole valorisante et très importante. Et puis, il faut aussi les services rendus. J'ai bien dit rendu par amour. Parce que, comme j'ai dit, je suis marié, j'ai fait la vaisselle aujourd'hui, je ne le fais pas par amour, mais je le fais comme ça. Mais je le fais parce que je sais que ça fera du bien à mon église. Mais quand on le fait comme ça, quelqu'un contre l'église, il le fait. Mais quand tu le fais par amour, tu le fais. Moi, il m'arrive, elle n'est pas là. Quand elle vient, elle trouve, j'ai nettoyé tout. Ça, c'est avant, je ne le faisais pas. Amen. Je suis spécialiste de préparer les riz à la maison.
Elle me dit souvent, ton riz est très bon. Non, c'est bien quand on rend un service par amour. Donc ça encourage. Et puis, il y a aussi des moments de qualité, qui est aussi un moment central qui réside dans l'attention que l'on porte à son conjoint. Un moment où on se dit, se mettre à deux, loin des enfants. Un moment de qualité où on est deux. Dieu nous a fait grâce. Le 26, nous ne sommes pas là, nous sommes en montagne, les deux, sans les enfants. Hein? Ouais, je raconte tout. Hein. Je ne serai pas occulte parce que nous serons en Carlo quelque part. Loin de Rachel et loin de tout le monde. Là. Des fois, c'est important de vous retrouver que deux. Amen. Hein? Sans les enfants, ça, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, que deux. Même une fois par année, c'est très important. Donc ça, c'est des moments de qualité, comme j'appelle. C'est des moments de qualité. Les temps passés ensemble montrent que nous prenons soin aussi l'un de l'autre. Ça, c'est encourageant. Et puis, il y a les cadeaux. Il y a le moment aussi des cadeaux qu'on peut se faire dans la famille, dans un couple. C'est aussi des symboles visibles de l'amour. Hein. Les cadeaux ne disent pas qu'il faut aller chercher seulement quelque chose, comme on dit, de qualité qui coûte cher. Mais des petits gestes, des petits trucs sont aussi très importants. Et ça, c'est aussi, ce n'est pas dans, comme on va le dire autrefois, ce n'est pas dans la culture africaine. Mais dis donc, on a besoin de se faire des petits cadeaux. Ça aide. C'est quelque chose qui exprime aussi l'amour. C'est le langage. Je suis en train de parler du langage de l'amour. La parole qui valorise le service rendu par amour, bien sûr, pas le service rendu tout court, parce que c'est différent. Service rendu et service rendu par amour, c'est différent. Et puis il y a des moments de qualité où on peut se retrouver à deux. Hein? Comme les oiseaux qui se cachent pour se nourrir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. On se retrouve à deux. Il y a le moment des cadeaux. Des cadeaux bien choisis pour mon épouse. Un moment où on peut partager beaucoup de choses comme ça. Et puis, il y a le dernier langage, c'est les toucher physiques. C'est des choses banales, mais c'est très important, mais qui ne sont pas aussi, qui ne font pas partie trop dans notre culture. C'est mettre la main sur l'épaule de ton épouse, marcher avec lui, mettre la main une fois. C'est difficile. Amen. C'est difficile, hein? Nous, on nous a élevés quand on marche. Nous, on nous a élevés quand on marche. La femme est devant, l'homme est derrière. Il y a ceux qui se gênent quand il est avec son épouse comme ça. Mais pourquoi toi? Est-ce que c'est nécessaire que tu me prennes la main? Oui, mais c'est nécessaire. Donc ça, c'est le toucher physique est aussi très très important. C'est un moyen de communiquer l'amour. C'est une chose banale, mais c'est un moyen de communiquer l'amour, le toucher physique. C'est aussi très important. C'est prendre par la main, c'est caresser, c'est faire des baisers, même si nous, chez les Africains, ils font un cadre privé. Je me rappelle une fois, c'était d'ailleurs dans cette église, le jour de 50 ans de l'anniversaire de mon épouse, parce qu'il m'a fait dire « Ouais, mon pasteur !» C'est une chose
choses banales, des routines. C'est vrai que nous sommes confrontés à la culture aussi. Nous sommes confrontés à la culture. Mais le toucher physique, bien aimé, c'est des choses qui sont très importantes parce que c'est une façon qu'on peut faire ressentir à son conjoint qu'on l'aime. La Bible nous dit, dans Jean 15, 12, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc nous devons nous aimer, nous devons montrer notre amour partout. Alors voilà, on s'est dit, mais là, je me pose quelques questions. Quelles sont les priorités d'une vie familiale solide? Les priorités d'une vie familiale solide. Comme je l'ai dit, la famille ne sont pas épargnées par tous les problèmes, par toutes les difficultés qui sont. Chaque jour, il y a des problèmes, mais il faut faire des choix. Il y a des choses importantes que nous devons faire pour que notre famille soit solide, notre couple soit solide. Alors, il y a certaines questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'une priorité pour nous? Ça, c'est à l'expérience de chacun, de comment il vit dans son couple. Il y a des choses qui voient que ça, il faut que ça passe avant. Pour moi et pour mon mari. Il y a des priorités qu'il faut établir. Quels sont les critères pour définir une priorité dans la famille? Qu'est-ce qui peut me permettre de dire qu'il faut d'abord faire ça et ça après? Donc il y a toujours des choses qu'il faut mettre à l'avance. Comment nous pouvons appliquer ces priorités? Et il ne faut pas que notre priorité, ma priorité à moi, s'impose à mon mari, mais c'est à nous. Nous devons faire quelque chose pour nous deux, quelque chose qui est une solution pour nous deux. Alors, dès le début, je pense que Dieu a donné priorité. On n'a pas à dénier. Il a donné la priorité au couple. Pour la vie spirituelle, nous devons vivre ensemble. Chacun vient, nous constituer un seul corps. Nous solidifions notre relation familiale. Donc la priorité ici dans ce couple, nous avons des dialogues, nous avons recherche en permanence des réconciliations dans un couple, nous avons la tendresse, comme je le disais tout à l'heure, c'est des choses qui sont très importantes, parce que une famille, un couple a toujours besoin de vivre une vie romantique, même si nous ne savons pas voir cela avec notre culture africaine. Ces choses-là sont très importantes. Il faut apprendre à anticiper certaines difficultés qui peuvent parvenir, qui peuvent surgir dans la famille. Donc il y a toute une variété que nous pouvons traverser ensemble. Donc aujourd'hui, je n'entre pas trop dans ces priorités. Quelles sont donc les priorités d'une vie familiale solide? J'ai donné juste quelques pistes. La relation avec la famille et la famille élargie. Comment mettre des limites? Vous savez, des fois dans une famille, après il y a tous ceux qui viennent des côtés, les cousins, dans un couple, il faut apprendre à faire des limites. Parce que sinon, ça va vous bouffer, ça va vous créer des problèmes. Donc, il faut, dans votre relation de couple, savoir qu'est-ce que nous pouvons faire, nous deux, et qu'est-ce que nous pouvons faire, tous ceux qui sont autour de nous, notre famille élargie. Quelle est l'évolution de la relation parent-enfant? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enfants, des parents qui ont très peu de relations avec les enfants, qui vont même apprendre des choses. Parce que la plupart des enfants aujourd'hui, c'est l'école, c'est les amis. Ils n'ont pas le temps de partager certaines choses, certains événements familiaux. Les enfants apprennent beaucoup à l'extérieur. Donc l'évolution des relations parents-enfants, c'est très très important. De jeune âge, les parents sont appelés à communiquer avec les enfants, pas être de bourreaux, mais dialogue, et puis savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre à nos enfants pour qu'ils grandissent bien. Je le disais une fois tout à l'heure avec les jeunes, quand j'ai parlé des problèmes
sur le problème de la sexualité. J'ai vu combien ils étaient empressés de parler de la vie qu'ils avaient. Où est-ce qu'il va avoir l'information? Dans la rue. Et comment il va recevoir cette information? Il va recevoir ça très mal. Parce qu'elle n'a pas compris qu'à un certain âge, elle grandit et puis il y a quelque chose qui se forme. L'enfant, les garçons qui commencent à grandir et puis son corps se charge, se transforme. Pour les garçons, souvent, il change son comportement par rapport aux autres. Et il veut tenter beaucoup de choses, il veut essayer beaucoup de choses, jusqu'à ce que ça commet, il y a des dégâts. Il y a des garçons qui, quand la fille vient lui dire, mais tu sais, je suis enceinte, mais de qui? Mais de toi? Mais c'est pas possible. Il ne veut plus entendre parler. Parce qu'il n'était pas préparé avant pour savoir qu'il y aura des conséquences des actes que tu es en train de faire maintenant. Alors, nous, quand on était petits, je pense qu'il y avait des grands-parents. Même la fille apprenait beaucoup de la grand-mère. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de grands-parents, c'est l'école, c'est la rue. Donc les parents sont obligés de partager certaines choses. On peut avoir dans la famille proche des personnes à qui on peut confier aussi des enfants, si on a vraiment confiance, parce qu'il faut faire très attention à ça, pour savoir est-ce qu'on donne une bonne information à l'enfant. Puisque sinon les enfants qui apprennent des choses à l'école, qui apprennent des enfants dans la rue, ils les apprennent très mal. Et vous avez constaté souvent que les filles, comme les garçons, surtout les filles, quand ils arrivent à un certain âge, ils deviennent un peu des concurrentes dans la famille, avec sa mère. Ça, on a constaté beaucoup. Ils ne veulent pas trop l'autorité de la maman. Et les garçons, la même chose. Les garçons, c'est la pauvre maman, les garçons, c'est surtout les... Une fois que les garçons ont commencé à avoir des copines dehors, quand elle vient à la maison, quand on essaie de faire la loi, il dit, mais moi, je fais la loi aussi, comme je suis avec la copine à côté. Hein. Donc, il essaie de se mettre à un niveau un peu supérieur à la maison, puis ça crée un problème. Tout ça, ça demande une bonne gestion. Il faut en parler, il faut discuter. Parce que sinon, on va continuer à se plaindre. Ma fille ne m'écoute plus, elle ne va plus à la maison, j'ai dit des choses, elle fait d'autres. Mais c'est normal parce qu'elle a appris tellement de choses dehors qu'elle l'a apprises à la maison. Et puis à la maison, maman, tu deviens une concurrente. Parce qu'au fond, l'enfant se dit, mais je connais tout. Hein. Il n'y a pas quelque chose de spécial que je ne connais pas, que j'ignore. Ça ne se dit pas comme ça, mais c'est psychologique. Mais s'il y a un dialogue, et surtout s'il y a le temps de prière aussi à la maison, ça aide beaucoup. Cette limite-là, l'enfant va comprendre que je suis chrétienne, il y a des valeurs chrétiennes, il y a des choses que je peux faire chez moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais s'il n'y a pas ce temps-là, ça va créer des problèmes sérieux partout. Donc, alors, nous comprenons pour étudier ces choses, ce que nous avons compris ce que ça veut dire, quitter, s'attacher, devenir. On devient une personne, on devient un être, et puis pour les enfants aussi, au travers de la parole de Dieu, ils permettent à ce que leur vie soit prolongée. Et cela a une très grande importance dans un couple, puisque les couples peuvent perdurer. Nous avons vécu un moment où il y avait des divorces un peu partout. Divorces très faciles en Suisse. Entre les années 91 et 94, où il y avait des divorces pour un petit rien. Tu parles d'un frère, ah non, ils ne sont plus ensemble. Ah, ils ne sont plus ensemble. Pourquoi? Parce qu'on écoutait trop des choses à l'extérieur. Il n'y avait plus une bonne source d'information. Alors aujourd'hui, nous devons jouer ces rôles-là pour aider nos enfants à avancer ensemble. Donc il y a tellement de pistes et des choses que nous devons partager ensemble. Alors il y a ce que j'appelle la parentabilité aujourd'hui, donc
Il y a des familles recomposées, il y a des familles où il n'y a que papa avec leurs enfants, il y a ceux qui sont recomposés, la femme avec ses enfants, les maris avec ses enfants, ils sont ensemble. Mais ce n'est pas des choses faciles à gérer. Ces choses-là demandent qu'il y ait vraiment des valeurs chrétiennes qui s'installent à nous pour pouvoir gérer ces choses. Puisque à un moment donné, il y a toujours l'un qui va dire on fait souffrir mes enfants. Même si ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on interprète mal certaines choses. Et là, les dialogues deviennent très importants. Il ne faut pas regarder et dire qu'on verra. Quand ça arrivera un moment, on en parlera. Non, non, c'est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne va pas en parler aujourd'hui. Avec ta femme, avec ton mari. J'ai constaté ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je trouve que ça m'a fait mal. Est-ce qu'on peut en parler? Mais il ne faut pas regarder et dire, bon, on verra. Ça s'accumule, un jour, ça va exploser, c'est pas vrai. Donc la parentalité aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Comment on peut vivre des situations très complexes, dans des familles surtout recomposées et familles monoparentales. Alors, dialogue dans un couple. Vous savez, moi je dis toujours, l'un des problèmes dans le couple aujourd'hui, c'est ce que les électriciens, ou dans le milieu téléphonique, on appelle le duplex. Dans un couple, ce n'est pas bien quand vous parlez les deux en même temps. Ce truc, c'est démontré sur le plan électricité, ou je ne sais pas, mais dans la vie aussi. C'est quand vous parlez en même temps, il y a un choc de la parole. Donc, un parle, l'autre parle. Vous êtes tous debout. À un moment, ça devient... Et ça, c'est pas bon. Les gens qui font le droit, on leur dit, si tu veux vraiment faire le droit, il faut apprendre à écouter. Tu écoutes d'abord jusqu'à la fin, et puis tu réagis. Mais souvent, on a un sang chaud. Quand quelqu'un parle, tu as envie de parler. Et plus vous parlez ensemble, il y a l'entrechoc, et ça monte les tons. Et quand ça monte les tons, chez les Africains, j'ai vu, c'est très facile. Pour terminer, il faut une baffe. C'est pour l'homme. Pour que ça termine, il faut une baffe. Ce n'est pas la solution. Donc, c'est-à-dire que la personne n'a plus des arguments. Alors, pour se dégager de ça, il faut qu'il te donne quelque chose. Il croit qu'il va te terminer. Il y a ces sœurs, les femmes aussi, qui, quand tu donnes une baffe, ça devient encore... ça monte les degrés, ça devient encore plus fort. Et là, ça va terminer où? Donc, je pense qu'il faut apprendre à écouter, attendre ton tour, parler. Et c'est très très important. Éviter le duplex. Le duplex, ce n'est pas bon. Le proverbe 18-13 que j'ai marqué là me dit que celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de faillir, s'attire dans sa vision. Donc il faut apprendre à écouter. Il y a ceux qui n'écoutent pas, qui veulent que sa voix puisse dominer. Et là, ça ne va pas. Vous n'allez pas bien terminer. Voilà, là je m'achemine vers la fin. Il y a 10 règles d'or, quelques règles que j'ai relevées, qu'il faut partager dans un couple pour pouvoir bien vivre. Je ne dis pas que c'est une solution définitive, mais c'est quelque chose que j'ai relevé comme ça. La première règle, il faut savoir écouter avec attention et répondre que lorsque votre conjoint a fini de parler. Ça, c'est très important. Il faut parler en même temps. Quand on parle en même temps, même si tu as raison, on finit toujours pas à se bagarrer parce que chacun veut gagner du terrain. Il faut apprendre à écouter l'autre. Deuxième règle, il faut être lent à parler. Oh, on n'entend même plus ce qu'il dit. Et puis après, des fois, des paroles peuvent être entendues du travers. Il faut parler pour qu'on comprenne ce que tu veux dire. Peut-être que tu as raison, mais on ne t'entend pas. Et puis après, la Bible le dit, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand de la méchanceté. Donc,
Tu parles sans arrêt. Troisième règle, dis toujours la vérité, mais dans l'amour. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire, mais on s'était. Il faut le dire avec amour, et vous parviendrez à trouver la réponse. Il y a quelques versets bibliques qui nous sont donnés dans Ephésiens 4, 25 et Colossiens 3, 9, qui nous dit qu'il faut faire attention parce que quand vous entrez dans le mensonge un jour te rattrapera. Parce que des fois on dit des choses pour arranger la situation. On ne veut pas dire la chose telle qu'elle se passe, parce que mon mari va se fâcher, parce que ma femme va se fâcher, mais un jour ça va te rattraper. Mieux vaut en parler aujourd'hui. La personne se fâche peut-être aujourd'hui, mais ça va passer. C'est très important. Quatrième, n'utilisez pas le silence pour frister votre conjoint. C'est vrai, en français on dit qu'il faut répondre à un imbécile par le silence. Mais dans un couple, ça ne marche pas. Si il faut répondre, il faut le dire. Mais le dire bien. Il faut expliquer les raisons de votre situation. Ne pas se taire, parce qu'il y a des gens qui se taisent pour toujours. Il va rester des mois et des mois, il ne dit jamais rien. Et ça, un jour, ça va parce que la personne se met chaque fois à cogiter dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'il a... Et puis un jour, il va se faire beaucoup des idées, et puis là, c'est pas bon. Un jour, ça va sortir, et puis il va mal les gérer. Ne vous querellez point, n'oubliez pas qu'il est possible d'avoir un avis différent sans pour autant devoir se disputer. Des fois, on pense que c'est dans des querelles qu'on peut trouver la solution, mais il faut toujours trouver le moyen de parler ensemble. Soyez aimable dans vos réponses, ne répliquez pas avec colère, parce que des fois, tic au tac, il m'a dit ça, je lui dis aussi ça. Ouais, comme ça, il ne m'embête plus. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut faire très attention quand il y a des ping-pong dans un couple, il faut prendre du temps. Et puis, sachez reconnaître vos torts et demander pardon. Ça, c'est une chose difficile. Des fois, on est trop orgueilleux pour reconnaître ce que j'ai fait du mal, surtout les hommes. C'est rare qu'ils reviennent en arrière pour dire, tu sais ce qu'il avait dit là, excusez-moi. Non. Ils préfèrent laisser passer comme ça. Parce que la femme n'a pas réagi, bon, laisse tomber. Il faut savoir s'arrêter, demander pardon. Il faut reconnaître son tort. J'avais dit une parole de trop. C'est quelque chose qui va renforcer votre amour, qui va permettre un jour que la personne se dit, mon mari, bien, on a eu des problèmes, mais bon, on a parvenu à trouver la solution. Il faut toujours revenir en arrière. C'est très flagrant chez les hommes, mais aussi chez les femmes, on en trouve aussi. Mais chez les hommes, c'est très flagrant. Les hommes se croient toujours supérieurs. C'est rare qu'ils demandent pardon, qu'ils reviennent en arrière. Ils pensent toujours qu'ils ont toujours raison. C'est vrai, on est chef de famille, mais on n'a pas chef de raison. Donc, des fois, la femme a raison, mais il faut savoir reconnaître quand la femme a raison aussi. Cessez de harceler votre conjoint, de doléances, évitez de l'agacer continuellement. Des fois, chaque fois, il faut que tu sois au centre de tout. Ça peut être la femme, ça peut être aussi l'homme. Donc tu veux être le centre de tous les événements de la famille. On parle que de toi. Il ne faut pas être au centre de tout. Ne critiquez pas votre conjoint et ne le blâmez pas, mais cherchez plutôt à l'encourager et à l'édifier. Et ça, il faut que l'amour prenne sa place. Au lieu de critiquer, au lieu de valoriser, il faut chercher à l'encourager. Il faut chercher à lui donner le courage, si c'est l'homme ou la femme, parce qu'il y a les hommes aussi qui, après, ils deviennent timides, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Les femmes peuvent jouer aussi ces rôles-là, comme les hommes aussi, encourager ton mari de faire certaines choses. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas entendre des commentaires de l'extérieur. Et ça peut amener des conflits dans un couple aussi. Les dernières recommandations, c'est chercher à comprendre avant d'être compris. Donc, il faut être tolérant, prendre à cœur
les intérêts, le mari avait fait quelque chose, la femme avait fait quelque chose. Il faut savoir pourquoi ils veulent faire, prendre à cœur ses intérêts. Alors, la Bible nous dit dans Philippiens 2, 2 à 5, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit, des partis, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul nous conseille à travers ces textes. Marchez d'une manière, aussi dans Ephésiens 4, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience. Ça, c'est très important, toute humilité, avec douceur et patience. Et là, nous allons terminer avant que je passe au moment de des questions, à écouter un petit échange. Il y a deux personnes qui vont échanger cela. Master Kams et Sœur Karine. Vous pouvez venir par ici. Et ça va clôturer. Et à ce moment, vous retrouvez. Voilà, c'est un couple qui est aussi jeune, qui a traversé aussi ces moments aussi difficiles. Alors, moi, je vais juste poser la question, est-ce que vous avez préparé des étapes dans votre vie de couple? Et je vous laisse nous conduire. Je veux passer le micro pour que tout le monde, c'est parce qu'il faut que ça... Alors, si vous parlez fort, ça va, tant mieux. Des étapes, je ne sais pas si c'est le cas. Il y en a pas par lesquelles nous avons dû passer plusieurs fois. Je parlerai plutôt de crise où nous avions le sentiment de ne plus être sur la même longueur d'onde et d'être devenus des étrangers l'un pour l'autre. Dans les périodes de conflit, nous nous comportions comme des ennemis. Moi, je ne disais plus rien et je pensais que je ne pourrais jamais finir ma vie avec cette personne. Moi, je trouvais tous les prétextes pour lui faire des reproches et pour le rendre responsable de ce qui n'allait pas dans la maison. C'était pénible. Il y avait toujours quelque chose que je faisais mal. J'avais l'impression que tu faisais exprès de faire le contraire de ce que j'attendais. À ces moments-là, j'ai trouvé tous les prétextes pour fuir la maison. J'avais peur de rentrer chez moi et d'être accueilli par des reproches. Tout d'un coup, tu devais aller voir un tel ou un tel pour régler un problème ou rester plus longtemps au travail pour terminer un dossier. Je commençais à me demander s'il n'y avait pas une autre femme. Il y avait plusieurs autres qui percevaient mes difficultés et m'entouraient de leur gentillesse et de leur compréhension. Mais j'ai laissé les choses à leur place, sentant bien que les dérapages étaient faciles. J'avais un collègue de travail que j'aimais bien, car il prenait le temps de m'écouter. Il avait lui aussi des problèmes de couple et nous mettions en commun nos histoires. Je me sentais incapable de dire quelque chose à ma femme et je savais de toute manière qu'elle ne m'entendrait pas. C'est comme si nous parlions d'un langage différent et nous n'avions pas d'interprète. Nos enfants sentaient bien les tensions et faute de pouvoir faire revenir mon mari à la raison, je prenais le prétexte des enfants pour faire pression sur lui et lui faire comprendre qu'il devait faire des efforts pour eux. J'étais encore plus culpabilisé et je prenais sur moi toutes les causes du malaise familial. J'avais l'impression de redevenir une petite fille craintive, reportant sur mon mari la même crainte qu'à l'égard de mon père autrefois. J'étais intérieurement en colère contre tout le monde parce que les choses n'allaient pas comme je le voulais. En tant que responsable de ma famille,
Je voulais donner une bonne image et prouver que tout allait bien. Mais la réalité était toute autre. Et je me sentais incapable de faire front pour trouver des solutions valables. Je devais me débrouiller toute seule, tout gérer dans la maison, prendre des décisions, avec la crainte des critiques de mon mari si le résultat n'était pas comme il espérait. J'estimais que la maison c'était son affaire et que son activité professionnelle venait au second plan, puisque en tant que chef de famille, c'était à moi d'assumer de quoi faire vivre au foyer. Avant de partir au travail, je devais mettre la maison en ordre, mettre en route une lessive, veiller à ce que les enfants soient prêts pour l'école, tout ça en un temps record. Et les soirs, je la voyais affairée et occupée alors que j'aurais souhaité qu'elle s'arrête un peu quand j'ai rentré du travail pour partager avec moi ce qui s'était passé dans la journée. J'avais besoin de ce temps de détente en rentrant à la maison pour couper complètement et évacuer le stress professionnel. On ne peut pas dire que nous étions synchronisés. La semaine se passait ainsi, avec des espoirs déçus, des frustrations rentrées et le sentiment d'être prisonnier de ses fonctionnements. L'accumulation de tout cela créait des conflits plus ou moins ouverts et une réaction de chacun qui paraissait complètement quelqu'un qui fait des choses de travers, comme s'il n'y avait plus de courant entre nous. Heureusement, j'avais les enfants pour compenser les manques de mon mari. Tu te mettais même entre eux et moi, comme si tu voulais les préserver de mon influence néfaste ou de mon incapacité à donner de l'amour. Avec les recul, j'aurais souhaité que tu me dises en face ce qui n'allait pas, pour que je sache à quoi m'en tenir. Je sentais bien que ce qui était mis en avant n'était que la surface d'un problème plus profond. J'avais peur que tu ne me juges mal et surtout que tu ne m'aimes plus, que tu te lasses de moi et que tu ailles voir ailleurs quelqu'un de forcément mieux. C'est pour cela que parfois je ne disais rien ou je faisais semblant ou alors j'agissais exactement au contraire de ce que tu attendais de moi. On dit que les ententes viennent des malentendus. J'ai trouvé que tu ne m'écoutais pas beaucoup, que ce que je disais te rendrait par une oreille pour sortir aussitôt par l'autre. Tu peux parler. Tu ne te souviens pas les fois où tu faisais ta tête de mule, où tu faisais exprès de te tenir à table ou ailleurs, où tu faisais semblant de te tromper alors que tu avais agi délibérément uniquement pour me provoquer. Et toi, tu faisais comme si je n'existais pas, ou comme si j'étais quantité négligeable dans le lot de tes préoccupations quotidiennes. Je me sentais souvent la 5e roue de la voiture. Nous avons eu de graves conflits qui ont mis en déséquilibre notre relation conjugale, au point qu'il s'en est fallu de peu de basculer dans la rupture, préférant vivre seul que si mal accompagné. Comme je ne peux pas vivre seul, j'aurais choisi une autre compagne, en me disant que, de toute façon, elles sont toutes pareilles, exigeantes, compliquées et incompréhensibles. C'est qui nous retenu de choisir la solution apparemment facile du divorce. C'est notre amour. C'est bien cet amour qui était le fondement de notre union et le reste n'était que la forme que nous choisissions de donner à notre relation conjugale selon les événements et les situations de vie. Alors, tout ça c'est déjà passé. Amen. Vous avez compris qu'au départ, c'était de ping-pong, là. Et puis après, ils ont compris que l'essentiel qui pouvait reconstruire leurs difficultés conjugales, c'était l'amour qui était à la base, parce que même à la table, ils ne se regardaient plus, hein, ils se disaient n'importe quoi.
Ça arrive que l'homme arrive, il trouve, on a mis à manger sur la table, il mange, et il ne parle même pas avec sa femme, et puis il se lève, il part. Donc vous avez compris que l'amour est la seule chose qui peut nous permettre de trouver la solution. Voilà. Voilà ce que j'ai pensé communiquer ce soir. Et puis j'ouvre à des questions qu'on peut partager ensemble. Je pense que la majorité qu'on est là, c'est des mariés. Des gens qui sont mariés, qui sont en couple. La majorité, je dis. Je mets des mots comme ça, vous me voyez. Parce que si je parle des paroles, je peux sécher. Pour sa manière, comme ça, moi, je n'étais pas dans le dos. Okay. Chacun, je pense, qui a vécu, comme le pasteur a dit, le feu, le flamme, différemment. Amen. Donc, il le rencontre, première rencontre, différemment. Et il y en a peut-être qui ont vécu la première rencontre, l'amour avec des coups de poing, en même temps, en étant copain, copine, avant le mariage, qui connaissaient déjà comment l'homme était, ou qui connaissaient le caractère de la femme, comme c'était. Mais, ils ont décidé quand même d'aller jusqu'au mariage, ils se sont mariés, et en cours de route, ils se séparent. Ça, c'est une étape que les gens peuvent comprendre d'une manière ou d'une autre. Ma question est que, comment tu vis avec une femme? Admettons, tu lui donnes des félicitations, des compliments, comme on dit, et puis pendant une période, tu ne donnes pas des compliments, comme le pasteur venait de dire, et de dire à ta femme, « Oh, aujourd'hui tu es belle ». Puis elle t'envoie une réponse, « Ah, parce que d'autres jours je suis moche, c'est pour ça aujourd'hui tu dis que je suis belle ». C'est des réponses qui bloquent le mari peut-être de répéter une deuxième fois, une troisième fois. Ou ça peut être le contraire aussi. Hein? Ça peut être aussi le contraire, que la femme dit, oh, mon mari aujourd'hui tu es beau. Hein? Ah ouais, parce qu'aujourd'hui tu regardes tellement l'autre à la télé comme il est beau, alors tu imagines que je suis devenu lui. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent des acteurs à la télé, ah il est trop beau, ils rêvent en fait d'avoir un mari comme cet acteur-là. Donc, ce sont des petites choses qui amènent aussi toujours des conflits. Alors, c'est la question que moi je voulais poser entre faire un compliment à ta conjointe et de recevoir la réponse que tu ne t'attendais pas. La réaction, quelle est la réaction qu'il faut pour la suite? Ouais. Il faut déjà dire, je me suis mal exprimée. Comme tu es belle, enlevez-le aujourd'hui. Ouais, hein? C'est juste des petits mots, des fois qui... Ma question c'est que on te souhaite, oh, ma femme, tu es belle aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, seulement je suis belle. Parce qu'autrefois, je suis moche. C'est ça. Hein? Même pas aujourd'hui, mais on te souhaite que tu es belle. Et tu réponds que ah, seulement aujourd'hui je suis belle, les autres fois je suis moche. Ouais. Maintenant, comment... C'est pertinent, je ne sais pas comment vous voilà. Moi, de mon côté, tu laisseras passer quelques minutes la chose. Faire comme si elle acceptait ce que tu as dit. Aller, je ne sais pas, dans la chambre où. Mais après, dans le rire, les éclats, tu reprends. Tu lui dis, mais non chérie, j'étais vraiment heureuse. Je pense que ça passe aussi. C'est une piste, oui. Il y a une autre sœur qui a élevé la main. C'est une image, on a peut-être aussi une mauvaise image de soi-même et du coup on a du mal à accepter les compliments. C'est aussi... il y a aussi un impact par rapport à ça, c'est l'image qu'on a de soi-même. Par exemple, on se trouve peut-être, il y a une période où on a pris du poids, où on se trouve peut-être pas forcément belle, et du fait que notre conjoint nous dise « Ah, t'es belle aujourd'hui », ben, nous on n'y croit pas parce qu'on n'a déjà pas confiance en nous-mêmes. Donc ça peut avoir un impact. Ouais, voilà, donc d'après Christelle, c'est qu'on a déjà une mauvaise image pour soi.
Donc les jours qu'on te dit tu es belle, c'est comme si tu ne réalises pas, tu n'acceptes pas. Hein. Il y a encore une autre réaction par rapport à ça. Oui? Oui, pasteur, mais tout ça aussi, ça dépend de la personne. Parce que moi, quand ma femme elle est bien belle, des robes chic, je dis, mais t'es très belle. Mais elle est contente. C'est la même chose que moi. Très bien. Ça dépend de la personne, vous voyez. Voilà, moi je vais juste dire, pour aider peut-être ceux qui veulent réagir en même temps, ça c'est aussi une conséquence de quelque chose. C'est-à-dire, ça arrive aussi, c'est pas toujours, ça arrive aussi, ça démontre aussi que ces paroles comme ça sont rares. Si c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, je pense que ça n'allait pas surprendre la dame. Si on ne l'a jamais fait, au bout d'une année, depuis janvier, si au mois de novembre, tu dis tu es belle, c'est vrai que... Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une habitude là de dire ce type de compliment. Donc c'est aussi une façon de nous dire, il faut qu'on mette ça dans nos habitudes, de nous complimenter. Puisque si c'est rare, ou les jours que tu as mangé un bon chocolat, ce jour-là, tu dis, ah tu es belle. Là, ça ne marche pas. Il faut que ce soit aussi centre dans nos habitudes aussi. Alors, j'accepte aussi la réaction de la sœur Julienne, c'est de dire aussi que c'est vrai qu'elle a réagi comme ça, on ne sait pas, on ne connaît pas dans quelle peau elle est, hein, donc il faut attendre peut-être, laisser passer, mais ne pas se sentir aussi vexé tout de suite. Donc j'ai parlé au début des petites vengeances. Donc ne pas se sentir vexé tout de suite, mais dire bon, c'est pas peut-être la mariée, parce que le problème c'est que dès que la femme répond comme ça, tu réagis sur ah moi j'ai dit le plus hein. On n'entre pas dans ces jeux-là. Puis continue à le faire, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Christelle qui nous a dit que la personne n'a pas la conviction de ce qu'elle est vraiment, mais il y a aussi ces doutes qui font, oh, il me découvre seulement aujourd'hui. Bon, si tu lui aurais dit encore une autre fois, ah mais c'est vrai qu'elle-même, elle a découvert que je suis là. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas se fatiguer parce que c'est arrivé, tu te fatigues. Il faut que ça soit une habitude. Oui, il faut que ça devienne une habitude. Quand c'est possible, chaque fois le faire. Mais pas... J'apprenais, c'était une femme de ministre, c'est l'histoire qu'on racontait, les blagues qu'on racontait au Congo. On a appris à une femme de ministre que nous recevons beaucoup de visiteurs. Quand tu les reçois, tu le salues, tu dis bonjour monsieur, assis-toi. Et puis après, quand tu rencontres les gens même dans la rue, bonjour monsieur, assis-toi. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas répéter pour répéter, mais il faut que ça devienne une habitude. Mais quand il faut le faire, il ne faut pas se gêner. Il faut que la personne se sente valorisée. C'est bon. Voilà, il y a encore une question, sinon il va me rester de vous remercier. Juste sur le langage de l'amour. Voilà, en fait, tu fais un service rendu par amour. Oui. C'est-à-dire que ce jour-là, tu as décidé de faire peut-être du travail à la maison, de faire un peu l'aspirateur, tout. Et puis, le jour suivant, tu ne fais pas tout ça. Mais la femme, alors, elle trouve que voilà, c'est le moment qui va commencer. Mais tu ne fais pas ça, mais va faire aussi. C'est-à-dire que pour elle, elle commence maintenant à t'envoyer des faits voilà, elle commence maintenant à donner des ordres. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Mais tu peux faire ça, non? Bon, comment on peut réagir un peu de ces sens-là? Parce que moi, je l'ai fait par amour. Mais toi, alors, elle prend ça maintenant que non. Là, comme tu le sais faire ça, alors, il commence à envoyer. Allez, pas faire. Fais ça. Alors, c'est pourquoi le mot amour qui est ajouté à la fin là, est très important. Le service rendu par amour.
Donc, quand on le fait par amour, je pense que nous revenons toujours à l'habitude. Hein. Donc, la femme va comprendre, l'épouse va comprendre que c'est très important ce que mon mari a fait. Et puis, je pense que si elle n'a pas compris que tu l'as fait, ça dépend comment tu l'as fait. Si tu l'as fait pour rendre service par amour, je pense que même si elle te dit un jour, mais pourquoi tu ne fais plus ça? Non, non, chérie, je le ferai, ou je n'ai pas un peu de temps aujourd'hui. Mais il ne faut pas que tu sentes ça comme une agression, qui t'épouse de faire, parce que ça revient même avec ce qu'il est dit. Hein. On dit, non, pourquoi tu me vois tellement belle aujourd'hui? Donc, parce que si tu prends au pied de la lettre, qu'elle le dit, fais ça, pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Et je me dis, si c'est comme ça, je ne le ferai plus. Là, on est entré dans une époque de force. Donc, je pense que quelque chose qui est fait par amour, est fait par amour. Donc, je pense qu'on aura toujours à s'arranger pour ne pas se fâcher, pour que la femme aussi comprenne que tu ne la fais par amour, pas par obligation ou par devoir. Là, ce n'est pas un devoir. On fait la différence. Hein. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, mais tu l'as fait parce que tu veux faire ressentir à ton épouse que tu l'aimes, que tu es prêt à partager certaines choses avec elle. C'est vrai que des fois c'est difficile. C'est pourquoi, au départ, il y a une chose, c'est comprendre. Hein, là aussi, ça revient à ça, c'est comprendre les langages. Là. Comme je le disais tout à l'heure, le langage de l'amour. Hein, au départ, les titres principaux, il faut comprendre le langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est comprendre comment vous dialoguez. L'autre veut comprendre. Si il n'y a pas une bonne compréhension du langage de l'amour entre vous deux, c'est toujours difficile. L'autre va sentir toujours une agression de la part de son épouse ou de la part de son époux. Une question, et ça touche la sexualité. Alors, on vient de lire, la Bible dit qu'il faut partager comme un accord. Et à part, sauf si l'autre est malade, qu'on ne peut pas forcer les choses comme on dit. Et comme un accord, tous les deux, vous êtes en très bonne santé. Il n'y a rien qui vous empêche de partager comme un accord. Et il arrive un moment que, soit l'homme, soit femme, c'est une période, il a envie de vivre ce moment-là. Et puis que l'autre ne veut pas. Mais il est en pleine bonne santé, et il n'y a rien qui empêche, et que non, je ne veux pas, une semaine, 2 semaines, 1 mois, et 1 mois et demi, du coup tu arrives vers les 2 mois. Quelle serait la réaction? Alors, déjà, il y a un mot qu'on souligne, d'un commun accord. Hein? Un commun accord, ça veut dire que tous les deux, vous êtes d'accord. Ça, c'est un point à souligner au départ. Et puis, bien sûr, la parole de Dieu nous dit, ne vous privez pas, sauf s'il y a en cas de maladie, en cas de prière, en cas de jeûne, de prière. Et puis, complète pas, il précède ça par d'un commun accord. Donc, il y a ces 3 éléments-là qu'il faut voir comment il faut le placer. Il y a, donc, si maintenant il y a un accord et un désaccord, il faut chercher à comprendre. C'est pourquoi j'ai dit tout au départ qu'il faut chercher à comprendre le besoin de l'autre. Il faut chercher à comprendre l'autre. C'est très important. Parce que ce n'est pas comme ça, quand vous êtes en tant que couple, c'est rare que la personne dit comme ça sans aucune raison apparente, que voilà, je ne veux pas ça, hein, ça, 1 mois, 2 mois. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, mais il a manqué un dialogue. Parce que s'il y a un dialogue, s'il y a la communication, vous parviendrez à mettre les points sur ce qui frustre l'autre. S'il y a un dialogue. Mais souvent, on y va comme des robots, comme des machines. Tu dois me donner l'explication. Tu dois me dire pourquoi. Et là, on entre dans un état où le ton monte, où tout le monde devient fâché. Et là, on ne va pas trouver la solution, on ne va pas donner la solution non plus.
Parce que chacun dit, mais je refuse. Mais ne m'en parle pas, c'est fini, on arrête. Voilà. Alors que si il y a un dialogue, on peut parvenir à mettre le point sur la cause. Non, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ce problème, parce qu'il y a ça, j'ai vu encore ça très mal. On arrive dans un dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, tu vas forcer les choses, tu vas chercher à savoir par force, pas par amour. Par force, tu vas voir à tout prix la réponse. Et puis là, ça va se dégrader, on va dégrader la situation. C'est un problème psychologique aussi. Donc il y a toujours une cause quelque part. Mais la Bible dit que voilà, il y a 3 causes principales. C'est la prière, c'est le jeûne. C'est quand il n'y a pas... Et puis, ce que tu dis là, ça entre dans le cadre des accords. Parce qu'il dit d'un commun accord. C'est-à-dire que vous êtes d'accord les deux. S'il n'y a pas un accord de 2 personnes, c'est qu'il y a un désaccord quelque part. Il faut chercher à comprendre pourquoi ce désaccord. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une personne qui est frustrée par quelque chose. Il y a toujours un point obscur quelque part, quelque chose qui dérange, quelque chose qui... Mais des fois, c'est difficile. C'est comme un enfant qui est bloqué, qui ne peut pas parler parce qu'il a vécu une situation difficile. Il faut passer du temps pour que l'enfant puisse sortir la parole. Si, dans la période du feu flamme, il y avait toujours cet accord jusqu'à ce que vous arriviez au mariage. Ouais. Et puis, les accords commencent à venir. Mais j'ai dit dans l'introduction que vous pouvez commencer très bien, votre couple très bien, tout heureux, tout heureux. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui arrive sur la route. Alors, nous ne sommes pas à l'abri, là. Nous ne sommes pas à l'abri, l'ennemi peut venir tenter n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout feu, tout flamme, que ça va aller continuer comme ça. Il y aura un moment où vous allez vous arrêter. Il y a un moment où il y aura des problèmes. D'ailleurs, c'est ce moment-là qu'il faut mettre votre amour aussi à l'épreuve. Et ce moment-là, il faut apprendre, c'est là où il faut maintenant chercher à apprendre à gérer les conflits. Parce que s'il n'y a pas de conflit, quelqu'un me disait que si tu as marché sur la route, et que tu n'as pas rencontré Satan sur la route, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu le rencontres au moins sur la route, comme ça, il ne va pas. Donc si tu ne le rencontres pas, c'est qu'il est de ton côté là avec toi. Oui, Christelle. Moi j'ai juste une question concernant mettre une limite dans ta famille élargie. Moi j'aimerais juste que vous puissiez éclairer en fait, parce que je ne vois pas trop en fait. Oui, alors, bon, c'est une question très vaste. Le problème, c'est que quand on est dans un couple, il faut faire attention que ce ne soit pas le parent, les frères, les sœurs, qui viennent gérer votre couple. Parce que ça posera toujours un problème. Même si tous les deux, vous aimez très bien vos 2 familles, mais il y aura un jour où l'un de vous constatera qu'il favorise leur enfant. Il y a quelque chose qui faut elle. Donc il faut faire attention, mettre des limites, c'est-à-dire qu'on peut demander des conseils, on peut partager beaucoup de choses, mais si vous voyez que les conseils que vous recevez dans vos familles derrière risquent de vous mettre en conflit, il faut dire stop. Mais alors il y a une façon de le faire. C'est soit, si vous êtes courageux, organisez la rencontre. Vous, avec le membre de vos familles, voilà, nous vivons à 2, nous avons décidé de vivre pour le pire et pour le meilleur. Nous pouvons avoir des difficultés, mais laissez-nous gérer ces problèmes. Si ça ne va pas, nous viendrons au pouvoir. Puisque, ne pas oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille qui laisse partir leur enfant reste toujours leur enfant. Ils feront tout toujours pour tirer le drap de leur côté. Même s'ils vous aiment tous les deux, mais on a toujours une petite partie prise pour son fils, pour sa fille. Ça, il y en a toujours. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Nos 2 familles s'aiment bien. Non, ça c'est faux. Il y a toujours un petit problème. Et ce petit problème, c'est à vous d'apprendre comment les gérer. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, la famille qui commence à dire des choses qui vous font mal, mais il ne faut pas garder tout de suite, il faut en parler. Mais il ne faut pas aussi dire que mettre des limites dans le sens où je ne veux plus vous voir dans ma maison. Non, ce n'est pas comme ça. Mais chercher à arranger un dialogue, parler, pour qu'ils comprennent qu'entre vous deux,
vous êtes comme une paire de ciseaux, comme j'ai dit dans le mariage. Vous savez, les paires de ciseaux, quand ils passent, tout ce qui est devant, ils coupent. Il ne peut pas le laisser entrer. Donc, ils vous voient comme une paire de ciseaux. Donc, les deux là, si vous entrez dans leurs affaires, vous allez avoir un problème. Donc, il faut que les familles arrivent à comprendre cela. Parce que sinon, il y aura toujours les influences qui viennent de l'extérieur. Ils vont parler à leurs filles ou ils vont parler à leurs garçons. Et là, vous aurez toujours des problèmes dans un couple. Parce que les familles s'amènent. Alors, il faut faire très attention avec les familles. Ils sont bien, mais à un moment, il faut apprendre à faire stop. Oui, encore une question? Alors, ça va, je pense qu'on va terminer par là. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ce temps de partage? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Hein? Ce temps, moi personnellement, j'ai trouvé ça fait plus un conseil général pour tout le monde qui est ici. Et s'il y a une possibilité de faire différemment, justement, voilà, pour la jeunesse qui se plonge dans le mariage, ou qui vont plonger dans le mariage, et puis ceux qui vivent déjà dans le mariage, et certains éléments, peut-être qu'on peut ignorer, ou on sait déjà, ou on a oublié les habitudes, ou bien il faut refaire les habitudes pour réallumer ce feu. Alors, mon idée, quand j'ai préparé ça, c'était de dire, il y a un moyen d'évoluer avec ces conférences, c'est-à-dire prochainement, au niveau des mamans ou des papas, il peut y avoir un travail avec les ateliers, avec des choses beaucoup plus approfondies, beaucoup plus en détail. Et aussi, un autre travail, c'est pour les jeunes. Les jeunes qui se préparent, en fait, la préparation, j'ai dit, c'est la préparation mariage. Ceux qui viennent d'entrer ou ceux qui